Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être, au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon amie Corinne Bislich. Bonsoir Corinne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Irène. Corinne, Et ça te merci. tenait à cœur de nous parler ce soir d'un sujet très important. Les petites et les grandes violences, ça s'apprend au quotidien, ça s'apprend. Le respect, ça s'apprend. Je voulais vraiment te remercier. C'est pas la première fois que tu interviens sur notre plateforme, avec des conférences qui sont très appréciables. Donc, je voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup aussi de me permettre de faire ça dans ce cadre. Et voilà, merci beaucoup Yardena, à toi aussi. Et voilà. Alors, on va commencer dans quelques secondes. Voilà. Alors, pourquoi cette conférence, en fait? Tout simplement parce que l'adage «Nul n'est censé ignorer la loi en droit», euh, c'est très important ce soir qu'on prenne conscience en fait des petites et des grandes violences que l'on dispense, soit au sein de notre foyer, soit dans nos relations avec les autres. Et pourquoi c'est très important? Parce que si on en prend conscience, on peut en fait changer certains modes de fonctionnement. Et ces modes de fonctionnement, en fait, on va les identifier dans un premier temps, dans la première partie de la conférence, et dans la seconde partie de la conférence, on va en fait tout simplement trouver des solutions pour pouvoir mieux communiquer au sein de la famille, mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer, mieux protéger ses enfants si besoin par rapport au rapport à l'école, par rapport au rapport sociétal, que ce soit en entreprise, etc. Car comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de qui on est et de comment en fait interagir avec l'autre de façon en fait à vivre le mieux possible les rapports humains. Voilà, alors on va dans un premier temps, alors pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence? Parce que, voilà, vu tout ce qui se passe au niveau collectif actuellement, euh, c'est très important en fait qu'on prenne conscience. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Si on prend conscience de qui on est, en fait, et de comment on interagit avec notre environnement, alors on peut en fait avoir une meilleure interaction avec les autres, on peut prendre conscience des scénarios qu'on joue. On peut également, en fait, savoir que finalement, la somme de nos peurs en individuel, en fait, c'est le terrorisme en collectif. Alors, comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là pour que nous-mêmes, en fait, on sorte de la peur, on sorte des relations de stress et de tension, et qu'on puisse vivre, en fait, en bonne harmonie et en bonne intelligence avec l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est le respect? Le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en fonction de la valeur qu'on lui reconnaît. On a aussi la notion de présenter ses respects à quelqu'un, donc c'est la définition du Robert. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la violence? La violence, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou même de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne au risque fortement d'entraîner un traumatisme ou physique ou psychologique. Alors, on va identifier pour ça les différents types de violences. On a la violence psychologique, la violence verbale, la violence économique, la violence physique ou sexuelle. La violence est juste, en fait, quand elle protège les droits de l'homme, au sens général du terme. Alors, nous allons rappeler en fait l'expérience pour ça de Milgram, qui est une expérience bien connue. Je ne sais pas si les gens la connaissent en fait. L'expérience de Milgram, c'est une expérience qui a été faite en fait avec des individus, je crois que c'était dans les années 70, si ma mémoire est bonne. Et cette expérience, en fait, c'est une expérience qui nous a permis d'identifier les mécanismes de soumission à l'autorité. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait une personne qui portait une blouse blanche et donc qui infligeait des décharges électriques à un cobaye. Donc ce cobaye était là pour jouer la comédie. Et il y avait une autre personne qui était là et qui infligeait des décharges électriques à ce cobaye. Mais cette personne ne savait pas que c'était un cobaye. Et on voit dans cette expérience que sous en fait, l'influence de cette personne en blouse blanche qui était censée être un médecin ou quelqu'un qui savait,
la personne, en fait, en face, devenait de plus en plus violente, en fait, de façon complètement inattendue. Et pourquoi, en fait, cette expérience, en fait, de soumission à l'autorité, est très importante? Parce qu'on va se rendre compte que, dans le rapport à l'autre, l'idée de se soumettre, en fait, à l'autre vient parfois, de sa position sociale, vient parfois de son rang social, vient parfois du fait que je me sens inférieure à cette personne. Et on va essayer de comprendre, en fait, quels sont les mécanismes, en fait, qui viennent, qui viennent interagir avec la relation humaine, tout simplement. Alors, en situation, de danger, qu'est-ce qu'on fait, en fait? L'être humain, il a tendance à fuir, à se battre ou à s'immobiliser sur place. Alors, on va identifier progressivement différentes situations de violence, de petites et grandes violences qu'on peut avoir dans le quotidien. Et comment est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre grâce aux neurones miroirs, d'accord? Comment est-ce qu'on apprend dans la vie d'une façon générale? On apprend grâce aux neurones miroirs. Aux neurones miroirs. On apprend en regardant l'autre. On va regarder en fait comment il va se comporter, comment il va interagir. Un enfant, quand il est petit au sein d'une famille, il va en fait regarder l'adulte pour se construire. Exactement comme ce qui se passe également une personne dans le quotidien, comment est-ce qu'elle va faire pour apprendre les choses? Elle va soit utiliser des livres, soit utiliser des... Actuellement, on a plein de cours en ligne et de cours de différentes façons. On a l'université, on a l'école, on a différentes façons en fait d'aborder le savoir. Et comment est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre en fait aussi par imitation. Et c'est le fait d'apprendre par imitation, ça va entraîner un certain nombre de stigmates, parce que actuellement, comment est-ce que les jeunes apprennent? Ils apprennent en regardant justement des vidéos YouTube, en regardant les réseaux sociaux, en regardant, en s'imbibant en fait de tous les éléments sociétals qui sont autour d'eux. Et tous ces éléments, en fait, parfois, ils vont être d'une grande violence. Pourquoi? Parce que c'était un Rav qui disait ça, le Rav Ben Chetrit, qui disait quand il y a une télé à la maison, quand il y a une télévision, ben, en fait, on le sait puisqu'on prend la télécommande, donc on sait que c'est la télé qui commande. Et en fait, cette télé, elle va nous apprendre à penser. Et c'est en ça que le premier danger commence. Alors, on a la télé, mais maintenant, on a tous des petits portables, et ces petits portables, ce sont des mini-télévisions qui vont nous apprendre aussi à penser. Donc, on va essayer de comprendre, en fait, comment est-ce qu'on est imbibé de violence au quotidien, de comportements violents, d'interactions violentes, même sans s'en rendre compte. Alors, donc, ce monde, en fait, qui est en constante évolution, il est de plus en plus violent. Alors, comment on va identifier les violences? Donc, il y a la violence interne, donc celle qui est intrinsèque, celle qu'on a appris par moment de notre éducation, parce qu'on a vu des comportements violents, on a vu des comportements violents, et donc, en fait, on les a imités. Parfois, c'est la violence qu'on a vue autour de nous, au niveau de l'inconscient collectif, hein. Quelqu'un qui est né dans un pays en guerre, il va avoir un stress qui va se répercuter, en fait, dans différents aspects de sa vie. Donc, les violences internes, les violences au sein de la famille. Donc, on peut avoir différents types de violences au sein de la famille. On va les énumérer tout à l'heure. On va prendre des exemples. Euh, alors, il y a la violence, donc, on a dit sociétale. Donc, on est dans une violence sociétale actuellement envers les personnes âgées, puisqu'on les met au rebut et puis on ne s'en occupe plus. Les violences à l'école, avec tout type de comportement et de débordement. Et puis, on a les injonctions sociétales. Il faut être parfait, il faut avoir une famille parfaite, des enfants parfaits, et donc c'est l'idolâtrie au dieu de la perfection. Alors, dans la seconde partie de la conférence, on va parler de la communication non violente, de comment est-ce qu'en fait on peut la mettre en place au sein de la famille pour avoir des meilleures interactions. On va avoir plein de petits de types en fait qu'on peut faire, voilà, plein d'idées, toute forme d'idées d'action en fait qu'on peut entreprendre pour mieux se respecter, pour mieux vivre au sein de la cellule familiale, ou même pas forcément de la cellule familiale, avec soi-même, avec les autres, en fait, dans le mode relationnel, et comment on peut avoir un meilleur relationnel avec l'autre. Alors,
la Bible, elle dit aime ton prochain comme toi-même. Donc déjà, on a deux adages, c'est que pour aimer mon prochain, il va falloir que je m'aime moi-même, et il va falloir que je me respecte. Et donc on va parler du respect de soi aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Et aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi en fait ne pas faire, ce qui en découle, c'est ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Or, l'idée, c'est que dans un comportement violent, en fait, la sensibilité à l'autre et à sa souffrance, en fait, on va mettre ça complètement de côté. Donc l'idée, c'est on va structurer les choses ensemble pour que de plus en plus, parce que plus on va se structurer soi-même, plus on va pouvoir en fait créer un édifice en fait de plus en plus stable. Si cet édifice il est stable, eh bien je saurai, c'est-à-dire l'édifice stable, c'est comment est-ce que je pose les fondations de ma maison, comment est-ce que je pose le cadre pour que quelque part on puisse interagir au sein de la famille avec du respect, de l'amour, de la bienveillance, de l'entente. Et même, donc, si on est célibataire, c'est de la bienveillance et de l'entente déjà avec soi-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se respecte au quotidien, comment est-ce qu'on respecte nos besoins, comment est-ce qu'on se respecte. Et, et après, comment est-ce que je peux mieux interagir avec l'autre. Donc, on va citer différents exemples. Alors, pourquoi? Parce que la surexposition qu'on peut avoir aux images, en fait, l'œil, il va rapprocher les choses de nous. Donc, le fait d'être surexposé à des images qui sont violentes, eh bien, ça va rendre la personne violente. Donc, l'idée, c'est, voilà, comment est-ce que je peux prendre conscience, en fait, de l'environnement dans lequel je vis, dans l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, ça, c'est vraiment maintenant, je vous demande vraiment de prendre des notes, de vous poser ces questions, hein, même de réécouter le replay par la suite. Comment est-ce que je peux prendre conscience, en fait, de qui je suis et des interactions que j'ai avec l'autre? D'accord? Parfois, parce que j'ai été blessée moi-même, alors je vais interpréter toutes les situations que je vis comme des blessures. Alors, au sein de la famille, comment ça se passe? On a la violence physique au sein de la famille, ça peut résulter de divers facteurs, ça peut être le stress financier, des conflits non résolus, des problèmes de santé mentale, donc le partenaire qui peut avoir, lui, été victime lui-même de violence et qui va répéter ce cycle de violence. La violence émotionnelle, on a les abus émotionnels, la manipulation, les insultes constantes, le contrôle excessif. Ça peut laisser vraiment des cicatrices très profondes en fait, au sein de la famille. Et ces formes de violence, elles peuvent détruire l'estime qu'on a de nous-mêmes et avoir des conséquences psychologiques à long terme pour les victimes. Donc c'est très important en fait de prendre conscience en fait de tout ce qui peut se passer au sein d'une famille. On a la violence sexuelle au sein de la famille, ça peut être particulièrement dévastateur. Et ça va être caché par la honte ou de la peur. Les victimes, elles peuvent se sentir isolées, impuissantes. Et ça complique justement la recherche de soutien. On a les violences économiques, donc parfois il va y avoir un conjoint qui va contrôler de façon excessive les dépenses. J'avais une personne comme ça, le mari notait chaque dépense, chaque fois qu'elle dépensait 1 euro, elle avait un SMS de contrôle, etc. Donc, on peut avoir différentes façons en fait, de contrôler l'autre. Quand c'est d'une façon extrême, ça va créer en fait de la vulnérabilité du côté de la victime. Parfois, la personne, elle a été élevée dans des schémas familiaux et dans des modèles toxiques, d'accord? Ça peut être des schémas de comportement qui ont été hérités et qui sont des schémas de violence. La famille, elle peut être confrontée aussi à des défis économiques, sociaux, psychologiques, un manque d'accès aux ressources. Et ce cycle, en fait, il peut être destructeur. Alors, après, on va avoir une personne qui évolue au sein d'une société. Donc, parfois, en fait, elle va avoir honte de demander de l'aide, elle va avoir honte de demander du soutien, elle va avoir peur du jugement, elle va avoir peur du rejet, elle va avoir peur de perdre la garde de ses enfants. Et donc, ça peut maintenir une personne dans une situation très dangereuse. Alors, ensuite, on a les problèmes de santé mentale. Parfois, il y a un conjoint qui a des troubles du comportement, des comportements passifs-agressifs. On peut avoir différents types de manipulation. On a vu le cas des pervers narcissiques, etc. Alors,
si quelque part, en fait, le conjoint ou la conjointe n'a pas eu, en fait, une éducation saine, on va répéter, en fait, ce cycle de violence avec les enfants, avec des crises d'autoritarisme, des crises de violence et de mauvaises interprétations des comportements de l'enfant. Comme j'expliquais à quelqu'un, euh, un enfant, euh, il va forcément renverser des choses. Il y a des familles où, quelque part, si un enfant il renverse des choses, il peut se faire battre pour ça. Alors qu'il y a des familles où il ne s'est rien passé, en fait. Et la plupart du temps, il ne s'est rien passé. En fait, voilà, l'enfant il a renversé, on va nettoyer ce qu'il a fait tomber et tout va bien. Mais il y a des familles où, quand on est dans une famille dysfonctionnelle, un enfant il peut être battu pour ça. Donc tout peut être prétexte à la violence. Voilà. Alors, on parle aussi de. Alors, on va terminer avec la famille. On va donner plusieurs. Je vais citer plusieurs exemples, en fait, hein. Euh, alors, quand la personne elle est victime justement de violence, elle va apprendre à fermer les yeux sur un manque de gentillesse chronique, un manque de respect, du mépris, de l'indifférence, en considérant que ça vaut plus la peine de se battre. Comme elle n'aura pas forcément des moyens de comparaison, elle va trouver ça normal, en fait. Elle, elle n'a pas forcément elle-même de modèle correct pour savoir comment interagir avec l'autre de façon saine. Elle ne se pose même pas forcément la question, est-ce que je suis victime d'agression verbale ou non? Et l'agression verbale, en fait, elle va se passer de différentes façons. Elle va se passer avec le contrôle, la manipulation. Et donc, ça va créer en fait une confusion pour la victime. Voilà. Donc, tout ça, ça peut être voilà, des comportements. Alors, il va y avoir des conjoints qui vont être contrôlants. Donc, on a parlé du contrôle par rapport à l'argent, mais ça peut être des contrôles par rapport à tout type de comportement, des interprétations négatives de comment elle interagit avec l'autre. Chaque chose, tout ce qu'elle pourra dire pourra être retenu contre elle. Donc, en fait, elle va vivre du coup de ce fait dans un stress permanent. On va avoir du chantage. D'accord? Si tu fais pas ça, alors je vais faire ça. Tu peux pas me faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. On va utiliser des comportements de dévalorisation. Donc, en fait, on va tout le temps minimiser ce que fait l'autre. De toute façon, tu comprends rien, tu es nul. Toi, tu crois savoir, mais tu sais rien du tout. Tu crois vraiment que ça marche comme ça? Donc, on va donner en fait plein de petits exemples de violence, la sape en fait. Donc, chaque fois que l'autre est enthousiaste, on va venir saper en fait son moral et sa confiance en elle. Tu penses vraiment que ça va intéresser quelqu'un ce que tu racontes? Tu es trop optimiste, tu veux vraiment pas voir les difficultés. On va la contredire systématiquement dans la façon de parler. J'ai pas aimé ce film, moi je l'ai trouvé violent. Mais non, t'as rien compris, tu vois de la violence partout. Euh, on va utiliser des jugements, des critiques sans arrêt. T'as pas écouté, comme d'habitude, tu t'étonnes pas de pas comprendre. On peut vraiment pas faire confiance, tu fais n'importe quoi. Mais tu te sens persécuté, arrête ton cirque. Mais allez, c'est du cinéma pour attirer l'attention. On va utiliser des accusations, des reproches. De toute façon, tu fais toujours n'importe quoi. On peut rien te demander, tu rates tout le temps. T'es jamais content ou t'es jamais contente. C'est de ta faute si on en est là. Ah, tu l'as bien cherché. Des fausses plaisanteries. T'es vraiment pas intelligente pour une blonde. Euh, plus c'est grand, plus c'est bête. T'as aucun sens de l'humour. On peut vraiment rien te dire. Il n'y a pas moyen de blaguer avec toi. Tu prends tout de travers. Donc, les blocages et les diversions, c'est empêcher l'autre d'obtenir des informations en arrêtant arbitrairement la conversation, en changeant de sujet. Ça ne sert à rien de discuter. Le sujet est clos. Je ne vois vraiment pas où est le problème. J'ai rien voulu dire de plus, mais tu n'avais qu'à m'écouter. L'oubli. C'est vrai, j'ai dit ça, moi. Désolée, je m'en souviens plus. La retenue. J'ai pas d'opinion sur la question. Garder pour soi ses pensées, ses sentiments, ses espoirs, rester silencieux, distant, le refus de partager, de dialoguer. J'ai pas d'opinion sur la question. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je vois pas l'intérêt d'en parler. Ça va pas t'intéresser de toute façon. Et là, tout ce qu'on vient de citer, c'est des agressions verbales de premier degré. Maintenant, on va citer les agressions verbales de second degré. Euh, Celles-ci, elles viennent quand la victime, elle se plaint d'avoir été attaquée. Donc, on va avoir le silence, l'absence de réaction, d'excuses, de toute reconnaissance, que les propos tenus pouvaient être blessants, voire des haussements d'épaule, des soupirs. Le discrédit, minimiser l'agression.
Mais c'est pas si grave que ça. Tu vas pas en faire un drame. Mais non, je blague. Pauvre petite chose malheureuse, arrête, tu vas me faire pleurer. Le déni, nier tout en bloc. Mais j'ai jamais dit ça. Tu es vraiment de mauvaise foi, n'importe quoi, tu prends tout à travers et tu racontes n'importe quoi, mais tu es malade. Et ça, en fait, parfois, ça va être les comportements qu'on va retrouver dans la passivité agressive, hein. Le passif agressif, en fait, il va utiliser l'autre, en fait, pour déployer sa colère. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est victime? Parfois, en fait, au bout d'un moment, on va plus oser se rebeller. Et on va avoir ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est en fait l'idée de soutenir ses agresseurs. C'est de trouver finalement des justifications, des légitimations à la violence. Voilà. Alors, on va avoir encore d'autres types de violences. Euh, on va isoler, par exemple, avec un enfant, on va l'isoler, on va lui interdire de parler, on va exploiter ou corrompre l'enfant. Donc, on va lui demander des choses qu'il n'a pas à faire. Et on va en fait aussi l'empêcher de recevoir de l'affection. Donc ça peut être des négligences. On ne va pas s'en occuper quand il est malade. On va soit faire des négligences médicales ou affectives. Voilà. Donc ça, c'est les différents types de violences. Alors maintenant, on va traiter de celles à l'école. Donc là, on identifie tous les types de violences. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour poser un cadre et pour poser un cadre aimant et bienveillant. Et que ce soit dans la relation en fait, à l'autre, ça se passe le mieux possible. Alors, si jamais à la fin, si vous avez encore des questions par rapport à ce que j'ai exposé, vous pourrez me poser vos questions. Alors, qu'est-ce qui peut se passer comme violence à l'école? Et ça, c'est vrai que de plus en plus de nos jours, il va falloir vraiment être vigilant par rapport à nos enfants, ceux qui ont des enfants, parce qu'il peut se passer vraiment beaucoup de choses à l'école. Alors, on peut avoir de l'intimidation physique, des actes de violence physique, des bagarres, des coups, des attaques. Ça peut être à l'intérieur de l'école ou ça peut être juste à proximité de l'école. Des intimidations verbales, des insultes, des moqueries, des commentaires méprisants, du harcèlement verbal. Ça peut créer un environnement hostile pour les élèves ciblés et ça va affecter directement leur bien-être émotionnel. Alors, on voit aussi le développement en ce moment de la cyberintimidation, donc la technologie pour harceler, menacer, ridiculiser, que ce soit les camarades de classe, ça peut être par des messages de texto, ça peut être des publications sur des réseaux sociaux. J'avais une patiente, en fait, sa fille s'était endormie dans l'herbe et en fait, on l'avait prise en photo et on avait exposé ça sur les réseaux sociaux. On trouve ça tout à fait légitime et normal parce que actuellement, en fait, on peut légitimer n'importe quel acte de violence. Il y a même un enfant, je crois, qui s'est fait, c'était complètement horrible, mais qui s'est fait tuer, en fait, hein, massacré devant d'autres enfants, avec les enfants qui ne réagissaient pas et qui étaient en train de filmer avec le portable. Parce que l'idée, c'est qu'on est tellement habitué aux images qu'il n'y a plus personne, en fait, qui réagit. Et donc, c'est vraiment très important, en fait, de sensibiliser nos enfants, de faire attention à ce qui se passe, de prendre des temps de pause, en fait, avec sa famille, pour être vigilant par rapport à ce qui peut se passer et puis pour créer un cadre favorable pour que les choses se passent le mieux possible. On a des violences sexuelles qui peuvent se passer aussi à l'école, du harcèlement. Euh, Ça peut être même dans une école, hein. J'avais un cas comme ça d'un enfant qui s'était fait agresser sexuellement par ses petits camarades. Il avait 4 ans, hein, c'était pas comme s'il était très vieux. Ils avaient fait des petites expériences, alors on peut prendre ça de façon bénigne, mais le problème, c'est qu'ils étaient plusieurs, en fait, sur un seul enfant. Donc là, on n'est déjà plus dans quelque chose de normal. Les agressions sexuelles, harcèlement sexuel, euh, donc ça peut se produire dans un contexte scolaire, ça peut être chez des petits comme chez des plus grands. L'exclusion sociale, ignorer délibérément une personne, l'isoler, l'exclure, et ça peut affecter profondément son bien-être. Alors justement, j'ai un autre cas comme ça qui me revient d'un patient. En fait, alors lui, en fait, c'était un jeune homme qui avait 24 ans, je crois, et qui ne travaillait pas, qui avait plus de vie, en fait, hein. C'est la maman qui m'a contacté, il a insisté pour que son fils vienne. Et, euh, et en fait, ce jeune homme, en fait, avait été harcelé de 12 à 17 ans. Alors pourquoi il n'en avait pas parlé à sa mère? Tout simplement parce que c'était une femme seule qui élevait son fils seul, donc il ne voulait pas alourdir les choses.
Mais bon, en fait, là, en l'occurrence, il avait 24 ans, il ne travaillait pas, il était un petit peu en perte de vitesse. À partir du moment où on a identifié tout ce qui s'est passé, on a posé des mots, on a posé des actes, on a posé voilà, on a fait des processus de pardon, de libération, etc. Après, il a repris un travail, il a repris des études, il a trouvé une petite amie. Enfin, voilà, tout a été résolu. Mais c'est vrai que c'est important si on peut, de prendre le mal à la racine et pas de le prendre euh, après. Maintenant, tout est toujours, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, on peut changer les choses au présent et avoir un futur meilleur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le vol ou le vandalisme, des vagues de vol ou de vandalisme au sein de l'école, ça peut créer un sentiment d'insécurité, que ce soit pour les élèves, le personnel, ça peut perturber le climat d'apprentissage. Et des élèves, des fois, qui perturbent la classe régulièrement, qui sont désagréables régulièrement, et donc ça peut devenir vite insupportable pour les enfants. Euh, alors, ça peut être aussi la pression, hein. On peut avoir aussi des gens qui viennent inciter pour consommer de la drogue, pour les intimider, pour faire des activités dangereuses ou risquées. On a des discriminations parfois sur la religion, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, avec actuellement des actes de violence verbale ou physique, ça c'est au sein de l'école, mais actuellement on est dans une société où on veut aussi faire disparaître le genre, hein. On n'est pas un homme, si on peut devenir une femme si on est un homme, on peut devenir un homme si on est une femme, enfin, avec une violence qui est terrible, hein, en fait, vis-à-vis des personnes. euh, qui est incroyable. Et ces personnes, parfois, elles ont changé de sexe et puis après, elles le regrettent parce que c'était trop jeune, c'était trop tôt et on veut faire tout passer comme normal. En fait. On veut normaliser n'importe quoi. Les abus physiques, verbaux, émotionnels, ça peut être des enseignants vis-à-vis des élèves, des élèves vis-à-vis des enseignants. On peut avoir des enseignants qui sont tout le temps rabaissants avec les élèves, de façon systématique ou de façon systématique juste avec un élève précis. Euh, Voilà. Donc là, on a cité un petit peu un panel un peu large de tout ce qui peut se passer. Maintenant, on va revenir sur tous les types de violences en fait, sociétales. Il y en a qu'on a déjà citées, il y en a certaines on va peut-être revenir et développer un peu plus. Et après, on va passer à la seconde partie de comment en fait, je peux interagir au sein de ma famille, avec mes enfants, ou comment je peux interagir avec l'autre, en fait, dans ma relation à l'autre, pour que j'accepte, en fait, qui est l'autre et que je puisse me positionner. Et pour me positionner, en fait, il faut que je sache déjà qui je suis. D'accord? Alors, là, on va parler des violences dans la société. Donc, les violences dans la société, on a les violences... pardon. Alors, on a les violences. Les disparités économiques entre les différentes classes sociales, ça peut créer un sentiment d'injustice, alimentant une frustration, une colère, et ça peut se manifester par de la violence. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous vend en fait dans les médias sociaux? Il faut avoir une voiture, il faut avoir donc le 4x4 de préférence, il faut avoir un chien, il faut avoir une grande maison, il faut être beau de préférence. Il faut avoir une maison, éventuellement une piscine pas loin. Et donc, tout ça, et avec ça, en fait, on va être heureux. Et donc, en fait, on nous vend sans arrêt en fait, une image idéale de ce que c'est voilà, avoir éventuellement un enfant, euh, donc un animal domestique. Et donc, avec ça, en fait, on va nous vanter le bonheur. Et il y a des gens qui sont riches, qui habitent au soleil, qui sont riches, il y en a d'autres qui sont pas riches, il y en a qui habitent pas au soleil et qui voient le soleil, donc ils se disent, oh là là, et ça va créer en fait un sentiment de frustration, un sentiment de jalousie, un sentiment de colère. Et parfois, cette colère, elle peut aller jusqu'à se manifester par des comportements violents. Parfois, le manque d'accès à l'éducation, parce que le manque d'accès à l'éducation, si on a accès à l'éducation, ça va briser le cercle de violence, puisqu'on va se mettre un petit peu à réfléchir. La discrimination basée sur le genre, la race, la religion, et ça peut entraîner des comportements d'hostilité et de la violence. Alors, le manque d'opportunités d'emploi, il y a des endroits en fait, où il y a trop de chômage, en fait, et ce qui fait que les gens n'ont pas de travail, du coup ils s'ennuient, du coup ils font... Voilà. Et tout ça, ça peut créer en fait des comportements violents, alors que quelque part, si
on crée en fait une politique qui va aider les personnes en fait à s'autonomiser et puis peut-être à trouver finalement quel est leur positionnement génique, dans quoi ils peuvent être bons, brillants, exceller. Ben, parfois, en fait, on va créer des opportunités. On a vu qu'en fait, en France, le fait de créer, de poser ce statut d'auto-entrepreneur, ça a permis quand même à des personnes de développer en fait une entreprise, euh, de développer une intelligence, que ce soit au niveau fonctionnel, de prendre conscience en fait de ce dans quoi ils étaient bons et de qu'est-ce qu'ils avaient à offrir à la société. Donc parfois, ça peut créer en fait le fait de créer euh, des structures qui vont permettre aux gens d'entreprendre. Ben, parfois, ça va développer des passions, voilà, de l'envie de transmettre, de donner. L'instabilité politique, donc en fait, euh, le fait d'être dans un climat social qui n'est pas stable, au niveau, que ce soit économique, au niveau politique. Là, on voit qu'en ce moment, par exemple en France, il y a toute une politique qui est en train de changer au niveau de ce qui peut se passer au niveau de l'immobilier. Bah, ça peut créer en fait, tout un tas de problèmes pour les personnes parce qu'elles vont plus avoir, il va y avoir une crise des logements, il va y avoir un manque de possibilités de pouvoir se loger, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui crée de la violence aussi? On le voit aussi en France en ce moment, c'est le laxisme dans l'application de la loi. On voit bien qu'en ce moment, il y a un développement qui se fait au niveau sociétal de la violence parce que justement, bah, cette violence, elle est pas réprimandée, elle est limite encouragée. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, voilà. Alors, je ne vais pas dresser en fait un panorama catastrophique. L'idée, c'est que si on prend conscience à nous, en fait, on- nous en interne de nos propres formes de violence, on sait que notre monde interne, en fait, ça crée notre monde. Notre monde intérieur, ça crée notre monde extérieur. Donc, si quelque part on agit en fait sur nous au quotidien par rapport aux différentes formes de violence qu'on peut avoir, ben, ça va aussi interagir avec l'extérieur et on peut espérer aussi des modifications de l'autre côté. Alors, promouvoir aussi des compréhensions intellectuelles, interculturelles, enfin, entre différents types de communautés, etc. Ça va aussi aider à ce que les personnes elles puissent mieux s'entendre, elles puissent mieux communiquer. Euh, alors aussi de travailler à encourager, en fait, et ça, c'est ça peut être des choses, des initiatives qu'on peut prendre en individuel pour promotionner en fait le fait de mieux communiquer, de mieux interagir, de poser des bases de respect. Parfois, c'est l'expérience. Ça peut être de faire partager des expériences. On a vu qu'il y a des programmes qui ont été faits des fois justement euh, avec des adolescents en fait, qui sont venus voir des personnes dans des maisons de retraite pour interagir avec des personnes âgées et profiter en fait, parfois justement de l'expérience de ces personnes pour mieux se développer parce que on sait bien que à partir du moment on propose et on est force de proposition auprès des jeunes pour leur proposer des activités qui ne sont pas que concentrées sur leur nombril, mais qui vont être dans un projet collectif. Ça peut être de l'entraide, ça peut être de favoriser le développement, ça peut être des actions diverses et variées de soutien, ça peut être de soutien aux personnes, de soutien à des familles, de soutien à des femmes seules, ça peut être, voilà, ça peut être d'aller voir des personnes âgées. Tout ça, toutes ces actions-là, elles vont permettre en fait aux jeunes de développer un sens de l'autre. Et ce sens de l'autre, en fait, plus on va l'avoir, plus on va prendre conscience en fait de comment on peut aider, de comment on peut transmettre, de comment on peut donner, plus ça va créer des élans de générosité et ça va créer en fait une satisfaction parce que quand on donne, on va donner, on donne évidemment pour soi, mais on donne pour l'autre, mais on donne avant tout pour soi en fait. C'est à nous, c'est pour nous que ça va ouvrir des portes aussi en interne. Voilà, donc c'est cette idée. Alors, voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de la conférence. Donc, je vais parler de la communication non violente et puis de comment est-ce qu'en fait on peut travailler au sein de la famille pour poser en fait des actes en fait de chaleur en fait au sein de la cellule familiale. Alors que ce soit avec le mari, en fait, hein, c'est ce qui est très important, c'est d'accueillir l'autre, c'est d'être là. Alors, je dis toujours, on a ces petits engins. Ces petits engins, en fait, on n'est pas obligé de les avoir tout le temps. On peut les poser, on peut passer à autre chose. Ces petits engins, on n'est pas obligé. On peut faire des pauses.
On peut instaurer que, voilà, à partir du moment où on rentre à la maison, on prend le portable, on le pose pour 2 heures, pour 3 heures, pour passer du temps en famille et pour passer du temps de qualité. Et ce qui est très important, c'est de marquer des temps d'arrêt. Alors, quand on va sentir la tension monter, par exemple, on a une journée de travail, on rentre d'une journée de travail. Alors, je dis toujours le conseil pour les hommes, parfois quand on rentre d'une journée de travail, votre femme, pardon, ne vous en voudra pas si vous rentrez 15 minutes plus tard, mais si vous avez décompressé avant. Si vous avez fait même 15 minutes de marche, pardon, pour décompresser, pour sortir du stress, pour laisser les problèmes du travail au travail et de rentrer en fait à la maison de façon à être disponible. Le temps qu'on passe en fait avec nos enfants finalement quand on rentre de l'école, etc., ce temps il est limité. Alors pourquoi ne pas en faire un temps de qualité? On n'est pas obligé de mettre tout le stress qu'on a eu au travail sur nos enfants. Donc l'idée pour diminuer la violence en fait avec un enfant qui est problématique, c'est de l'accompagner, le raccompagner. Ça peut être aussi le matin au réveil, l'accueillir, lui dire bonjour, que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec les enfants. C'est très important en fait de donner un sourire à l'autre, de lui donner une considération. On a parlé tout à l'heure de la notion du regard. La notion du regard que je vais donner à l'autre ou que je vais porter à l'autre, elle est fondamentale parce que c'est une façon de le reconnaître. Si quelque part en fait je ne considère pas l'autre, je ne le regarde pas, hein, il n'y a rien de pire que l'indifférence, et ben, l'autre à ce moment-là, il va progressivement se sentir mal, il ne va pas comprendre pourquoi. Et donc, c'est vraiment très important qu'il y ait cette notion d'accueil. Donc, le matin au réveil, l'accompagner, le raccompagner, évidemment veiller à ses besoins, à ce qu'il ait à manger, à ce que, voilà. Donc, l'idée, c'est que quand il y a des problèmes, parfois dans une maison ou dans un couple, ou même avec des enfants, c'est de prendre un temps pour accueillir les besoins de l'autre. C'est de savoir c'est quoi ses besoins. Et des fois, certains besoins, on peut les anticiper. On n'est pas obligé d'attendre que nos enfants ils soient à la maison pour leur préparer un repas. On peut avoir des choses de prêtes dans le frigo et puis proposer quelque chose après. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience en fait des besoins qui sont intrinsèques au choix de vie qu'on a fait. Même, je parlais même à une personne célibataire, je lui disais: «Mais il faut que vous ayez un repas de prêt quand vous rentrez chez vous ou alors qu'il y ait une possibilité d'acheter quelque chose à manger, parce que sinon la personne elle mange pas, hein, elle va rentrer du travail et elle va pas se faire à manger». Et ça, c'est pas des comportements de respect et de bienveillance envers soi. C'est très important de se nourrir. Hein, comme je dis toujours, les besoins fondamentaux, boire, d'accord, de l'eau de préférence, donc bien respirer, bien dormir, bien manger. D'accord? Et faire un minimum de sport. Donc ça, c'est toujours les fondamentaux et je parle vraiment de la notion de fondamentale de respect de soi. Et après, pour une personne, se respecter, ça veut dire aussi apprendre des choses nouvelles tous les jours, de façon en fait à s'éveiller, aussi de s'éveiller à remercier chaque jour au quotidien, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on vit et pas toujours voir le verre à moitié vide, mais de voir justement le verre à moitié plein. Donc, l'idée, c'est apprendre à sortir du stress au quotidien. C'est ça qui va désamorcer les comportements de violence. Donc, de prendre, en fait, ce qu'on appelle, entre guillemets, des temps de pause. D'accord? Alors, les temps de pause, ça peut être d'emmener les enfants au parc. J'ai une dame avec laquelle je me suis battue pendant des années pour qu'elle sorte ses enfants au parc après l'école, parce que comme ils ne sortaient pas, les enfants, ils étaient super nerveux, du coup, ça crée des situations de tension et de stress à la maison. Et toutes ces situations de tension et de stress, elles auraient très bien pu être évitées puisque le stress aurait pu de la journée d'école aurait très bien pu être évité. Donc l'idée, c'est, voilà, comment est-ce que je peux positionner les choses dans mon quotidien pour pour interagir, en fait, de façon positive? Alors, on parlait de l'œil qui rapproche les choses. C'est très important d'avoir conscience de l'environnement dans lequel on évolue. Parce que si quelque part, j'estime que c'est important de regarder les informations et que je vais servir des images de violence à mes enfants quand je vais regarder les informations. Il faut que je prenne conscience que de ça va découler des traumatismes et mes enfants vont devenir nerveux par rapport à ça. Donc vraiment, il y a une
c'est fondamental, en fait, de prendre conscience de ça et de travailler pour que les enfants, en fait, n'aient pas à subir ça. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut le faire, en fait, par rapport à l'école? On a parlé de la violence à l'école tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? On peut proposer, en fait, des actions, que ce soit au sein de l'école, ça peut être des réunions. Alors, je sais que maintenant, dans certaines écoles, c'est fait, c'est-à-dire qu'il y a parfois 1 ou 2 heures pour gérer justement les conflits en interne au niveau de l'école, mais c'est quelque chose qu'on peut rapporter au sein de la famille. Si on voit qu'il y a des tensions entre nos enfants ou avec le conjoint, ça peut être de prendre un temps de pause. J'ai un monsieur comme ça qui m'expliquait qu'il avait des problèmes avec sa compagne, et on a pris l'emploi du temps et on a regardé combien de temps effectif il passait vraiment avec sa compagne. Ben, en fait, il n'en passait pas. Il passait plus de temps devant la télévision, plus de temps à son travail, plus de temps à faire du sport, plus de temps à aller voir ses amis, mais en fait, du temps avec sa compagne, il n'en passait jamais. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience, en fait, de qui je suis, qu'est-ce que je fais et comment j'interagis avec mon environnement. Parce que parfois, ben, le fait d'être dans la négligence, c'est une certaine forme de violence. Après, c'est pas étonnant que la partenaire fasse des reproches. Voilà. Alors, on parlait de l'école il y a 2 petites secondes. Alors, fournir une formation régulière aux enseignants, voilà, de travailler avec eux. Alors, il y a des écoles, justement, où on a supprimé tout ce qui était sucré. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation plus qu'évidente entre le sucre et la violence des enfants. Ça a été même fait dans les prisons. Il y a une expérience aux États-Unis où ils ont enlevé les distributeurs de boissons sucrées, etc. Il y a une résorption de 80% de la violence, donc c'est énorme. Ça a été fait aussi dans une expérience dans une école. Pareil, on a demandé aux parents d'arrêter de donner des céréales, etc., puisqu'il y a du sel de glutamate dans les céréales et dans pas mal de chips et de cacahuètes pour les enfants, dans les snacks qu'on donne aux enfants. Et ces problèmes-là, en fait, créent parfois des troubles et des symptômes d'hyperactivité. Donc, voilà. Donc ça peut être déjà aussi au niveau de la nourriture. Voilà. Un enfant qui avait aussi un comportement violent dans mes patients, c'était un enfant qui prenait du coca. En fait, le goûter du soir, c'était un verre de coca et c'était des gâteaux, voilà, bien sucrés. Ce qui fait que, comme par hasard, le soir, en fait, il avait des disputes violentes avec sa maman. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience, en fait, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je génère dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon interaction, en fait, au sein de la famille. Donc, établir des protocoles de signalement, donc de vérifier en fait aussi avec son enfant que tout se passe bien à l'école, ça peut être de poser des questions, c'est pas comment s'est passée ta journée d'école, mais c'est de dire ah, tu as joué avec ton copain tel aujourd'hui, de façon en fait à susciter un dialogue en fait, avec l'enfant. Parce que l'enfant, si on lui demande comment s'est passée la journée à l'école, souvent les petits garçons ne répondent pas grand-chose. Alors que les petites filles, elles vont peut-être être un petit peu plus bavardes. Alors que si vous posez des questions sur les interactions qu'ils ont eues vous retenez 1 ou 2 prénoms des enfants de la classe, il va être capable de parler beaucoup plus et de s'exprimer sur ce qui se passe à l'école. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi d'organiser des ateliers de communication non violente à l'école, de mettre en place des programmes de médiation entre pairs pour apprendre aussi à résoudre les conflits de manière constructive. Et ça peut être d'en parler aussi avec les enfants de comment est-ce qu'on résout un conflit, de donner des exemples en fait parfois à son enfant et de donner des exemples imagés, de lui demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça peut être, il y a des exemples comme ça. Moi, on avait un cas comique une fois avec un professeur, et puis quand on avait compris ce qui s'était passé, on a compris qu'en fait, c'était pas que le professeur qui était coupable, mais que l'enfant avait aussi sa part de responsabilité dans ce qui se jouait entre les deux. Donc, de créer aussi des partenariats avec les parents pour voir ce qui se passe, parfois de résoudre en fait un conflit directement avec le parent, c'est-à-dire d'abord, effectivement, ça se passe à l'école, donc d'abord on voit avec le professeur, ensuite si ça n'avance pas, on voit avec le directeur. Si on voit que ça n'avance toujours pas, on peut voir directement avec le parent de l'enfant. Si on voit que ça n'avance pas, on peut parler à l'enfant en étant respectueux, mais en expliquant qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, la communication non violente, c'est quoi? Il faut imaginer des cercles, en fait. Moi, j'ai un cercle autour de moi, l'autre, il a un cercle autour de lui. Et en fait, la communication non violente, c'est apprendre à créer un cercle
un espace de communication pour qu'on puisse parler et interagir avec l'autre. C'est-à-dire ne pas entrer dans son espace vital, mais interagir avec l'autre de façon constructive, en exprimant nos besoins, en exprimant là où on a eu l'impression de ne pas être entendu, et en acceptant aussi le point de vue de l'autre, parce que si on n'accepte pas le point de vue de l'autre, on ne peut jamais, en fait, modifier son comportement. Et ça, c'est fondamental. Alors, donc, la communication non violente, vous pouvez noter, hein, c'est observer, donc c'est décrire objectivement la situation sans jugement ni interprétation, ressentir, en fait, exprimer vos émotions et les sentiments qu'on a eus face à cette situation, identifier les besoins, reconnaissez les besoins et ceux des autres personnes. La quatrième chose, c'est formuler une demande, proposer une solution concrète qui répond aux besoins identifiés, que ce soit de part et d'autre. Voilà. Donc ça, c'est un peu les bases de la communication non violente. Voilà. Alors, on va citer en fait plusieurs façons de se respecter simples, de se respecter mutuellement. Je vais en citer quelques-unes. Et après, je répondrai aux questions si vous avez des questions. Alors, comment est-ce qu'en fait on peut respecter l'autre? Donc déjà, c'est de l'écouter. Parce que si on n'écoute pas quelqu'un quand il parle, ben, on ne risque pas de le respecter. Donc on l'écoute sans l'interrompre, on montre à l'autre qu'on lui accorde de l'importance et qu'on accorde de l'importance à ses pensées et ses sentiments. L'autre, il est fondamentalement différent de moi. Il ne voit pas le monde de la même manière. On a tous les deux des lunettes complètement différentes sur la réalité. Alors, on va utiliser un vocabulaire respectueux parce que, quand je disais tout à l'heure, on doit prendre conscience de qui on est. Parfois, si on utilise un vocabulaire qui est irrespectueux, des mots grossiers, etc., on va offenser ou dénigrer l'autre. Et c'est fondamental, en fait. C'est la première base, c'est de parler correctement. On a parlé tout à l'heure du regard, avoir un regard bienveillant, utiliser des mots respectueux, accepter aussi les réussites de l'autre, les reconnaître, qu'elles soient grandes ou petites, renforcer le sentiment de valorisation, d'encouragement. Moi, j'ai mon petit garçon, parce qu'il y a des choses que je lui dis justement au quotidien, et justement un jour, il m'a redit un des mots que je lui exprimais, et puis je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait très plaisir en fait d'entendre des mots valorisants. Donc voilà, un mot d'encouragement, bravo maman, c'est super, ou, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Respecter l'espace personnel de l'autre, en fait. Par moment, il y a un écueil en fait, qui est classique dans la relation homme-femme. L'homme, il a besoin d'un temps dans sa caverne. Si la femme ne respecte pas le temps dans sa caverne de l'homme, il va forcément y avoir des frictions, on va avoir droit à l'ours. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter que l'autre, il ait un espace personnel à respecter. Alors, accepter en fait de le respecter, justement, de ne pas envahir la bulle personnelle de l'autre, le respecter et respecter les limites. C'est pareil quand on va quand on va dans la chambre d'un adolescent, on peut accepter de frapper avant d'entrer, parce que sinon, on ne va pas respecter sa bulle. Alors, qu'est-ce qui est le respect? On dit aussi la ponctualité, hein, c'est respecter le temps de l'autre. On va respecter son emploi du temps. Ça peut être, quand on travaille en groupe, de partager équitablement les tâches. Favoriser un environnement de coopération. Alors ça, c'est très important, même dans une famille nombreuse, c'est très important de favoriser des comportements de coopération, sinon tout va peser sur la maman, et la maman, au bout d'un moment, elle va être complètement débordée. Donc apprendre en fait à ce que chacun y partage, il prenne en charge des choses. C'est pas grave si on demande à un enfant de faire son lit, c'est pas grave si on demande à un enfant de mettre son assiette dans la vaisselle. Il y a plein de choses qui sont pas graves. On n'a pas besoin, en fait, de répondre aux injections sociétales, de fabriquer des égoïstes. L'enfant, pour l'épanouir, ça va être de lui apprendre à donner, parce que sinon, ça va faire un égoïste. Et un égoïste, ben, au bout d'un moment, il va être enfermé dans sa bulle, parce qu'il ne va jamais semer des graines de choses positives autour de lui. Alors, c'est très important aussi de vérifier que tout le monde se sent inclus. J'avais comme ça une famille où ben, il y en avait un, il n'avait jamais sa part de gâteau. Ou j'en avais un, il y en avait un, il ne pouvait jamais parler, il ne pouvait jamais s'exprimer, on lui coupait toujours la parole. Donc c'est important, au sein d'une famille, si c'est une famille nombreuse, que chacun, il ait, entre guillemets, ce qu'on appelle voix au chapitre, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse dire des choses, qu'il puisse transmettre des choses à son tour et qu'on puisse le valoriser pour ça. Chacun a des qualités et des défauts. Demander la permission,
aussi. Avant d'emprunter quelque chose à quelqu'un, on doit lui demander la permission et son consentement. On ne peut pas venir tout le temps prendre dans l'armoire de l'autre sans lui demander son autorisation. Ça se fait au sein parfois de familles nombreuses, mais chacun a le droit d'avoir un espace et un territoire. Quand il y a un désaccord qui survient au sein de la famille, voilà, apprendre en fait à trouver des solutions pacifiques et respectueuses plutôt que de tout de suite adopter une approche agressive. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a pris ça? Reconnaître les différences. Donc ça peut être au sein là, c'est pas forcément au sein de la cellule familiale, mais accepter les diversités culturelles, des diversités humaines, des diversités religieuses. C'est ce qui rend chacun unique. Dieu, il n'a pas fait tout le monde pareil, il nous a fait chacun différent. Donner des retours constructifs. Alors, si on exprime des critiques, ces critiques, elles doivent être constructives, sinon des fois, il vaut mieux se taire. Voilà, parce que si c'est des critiques pour dévaloriser l'autre, aucun intérêt. Des fois, il vaut mieux se taire. Être empathique, essayer de comprendre les émotions de l'autre, montrer de l'empathie envers leurs expériences. Et puis, si on crée de l'empathie, en fait, on va créer du lien et on va créer un lien qui est beaucoup plus profond. Faire preuve de gratitude envers les personnes, de ne pas hésiter à dire merci, d'apprécier la contribution. Quand un enfant y participe, ça peut être de lui dire merci, même si c'est normal. On lui dit merci. Respecter des opinions différentes, accepter tout le monde peut avoir des opinions différentes et être ouvert au dialogue plutôt que de juger immédiatement. Donc, on l'a déjà dit, partager les responsabilités familiales, et que ce soit aussi au sein du couple, en fait, si on interagit avec son mari, avec sa femme, c'est très important, en fait, qu'il y ait un partage aussi des responsabilités. Encourager les passions, les intérêts des autres, et on apprécie ce qui les rend heureux. Et comme j'explique toujours, pour un enfant, qu'est-ce qu'on fait pour lui donner envie de grandir? En fait, déjà soi-même, en fait, on présente, on est un adulte épanoui, on est un adulte qui apprécie ce qu'il est, qui apprécie ce qu'il vit, qui apprécie ce qu'il fait, pas un adulte qui tire la tête toute la journée, qui serre les dents, qui n'est pas content, qui râle, mais au contraire, en fait. Être courtois, donc même à son enfant, on peut lui dire s'il te plaît, on peut lui dire merci. En fait, on crée cette atmosphère de respect mutuel. Si on veut être respecté, en fait, il faut respecter aussi l'autre. C'est pas en parlant mal à son enfant, puis après en lui demandant le respect que ça va se faire. Et il va le faire par moments comme c'était la différence entre éduquer et dresser, en fait. Parfois, on va dresser les enfants, mais les éduquer, c'est que ce soit des disciples, en fait. Ça veut dire qu'on va leur apprendre que voilà, la discipline, c'est aussi pour eux. Le fait de créer des limites, de créer des structures, c'est aussi positif pour eux. Ça va aussi leur servir à eux. Et ça va leur servir, en fait, à se construire dans la société et à savoir où poser la limite. Comme je dis toujours, les limites que je ne pose pas à mon enfant, à un moment donné, c'est la société qui va lui les poser. Et ce ne sera pas forcément des limites qui vont lui faire plaisir, parce que ça va être beaucoup plus douloureux. Si moi, je pose des limites et des structures à mon enfant, ça va être beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif pour lui. Alors, respecter le choix de vie des autres, en fait, accepter le choix de vie des autres, même s'il est différent des vôtres, et en reconnaissant que chacun a le droit de vivre selon ses propres valeurs, offrir de l'aide, en fait, de façon proactive. Ça peut être aussi une façon de marquer du soutien à l'autre. Donc, reconnaître les limites émotionnelles, physiques, personnelles, en comprenant que chacun a une zone sensible et qu'il convient de respecter. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est un peu global. Je vais rebrancher les micros pour ceux qui ont envie de poser des questions. Je peux répondre à quelques questions. On a encore une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Donc, je vais brancher les micros. Qui c'est qui a envie d'interagir? Peut-être lever la main en fait, avec la cloche si vous avez envie d'interagir. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va conclure. Alors, pour conclure, en fait, c'est simplement, à partir du moment où moi, je prends conscience en fait, de mes mécanismes, en fait, de la personne de qui je suis, donc quel environnement je suis, comment j'interagis avec l'autre, que ce soit avec la parole, que ce soit avec le regard positif, que ce soit aussi dans l'apprentissage en fait, du respect en individuel, du respect en collectif, du respect de soi. À ce moment-là, je vais mieux interagir avec l'autre. Et si j'interagis mieux avec l'autre, et bien à ce moment-là, forcément, je vais mieux vivre. Et
Et je vais aussi en fait entrer dans une relation de paix avec moi-même. Donc la relation de paix avec soi-même, encore une fois, c'est aussi et de se pardonner nos erreurs et de pardonner aux autres. D'accord. Voilà. Donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de douceur que ce soit dans vos familles, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans vos relations avec les autres. Et voilà. Donc, je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute. Et s'il y a des questions,